Bismillah. Tarzan et Jad Balja cheminaient de concert, chassant, se nourrissant et dormant ensemble. Il leur restait encore une journée de marche pour arriver au bungalow lorsque Tarzan découvrit les traces d'un grand nombre de guerriers. Il les examina soigneusement et en déduisit qu'elles remontaient à plusieurs jours, car elles étaient à moitié effacées. Parmi toutes ces empreintes, il reconnut celle d'une femme qu'il chérissait plus que tout au monde. Les Waziri sont rentrés, ils ont dit à Jane que j'avais disparu, songea-t-il. Elle a dû se lancer à ma recherche. Bien déterminé à la rejoindre, il entreprit de suivre les traces, surpris cependant de constater qu'elle se dirigeait vers le sud et non vers Opar. Le 6e jour, il entendit des hommes approcher. Aussitôt il ordonna à Jad Balja de se cacher dans un buisson et grimpa dans un arbre. Il aperçut bien ses fidèles Waziri, mais pas Lady Jane. Quelques instants plus tard, quand Ursula se retrouva face à son maître, grande fut sa stupeur. « Tarzan des grands singes » s'exclama-t-il. « Est-ce bien toi ?»« En personne, » répliqua l'homme singe. « Mais où est Lady Jane ?»« Ah, comment te l'annoncer, maître » répondit Ursula, les yeux rougis par le chagrin. « Tu ne vas pas dire que... »« Non, c'est impossible » s'écria Tarzan. « Je pensais que rien ne pouvait lui arriver tant qu'elle était sous la protection de mes Waziri. » Accablés par la honte et le chagrin, les guerriers baissèrent la tête. « Nous sommes prêts à donner notre vie pour la venger, » murmura Ursula. L'homme singe, les épaules voûtées comme sous le poids d'un terrible fardeau, se détourna un instant, puis regarda de nouveau Ursula. « Raconte-moi tout, » demanda-t-il, « et oublie mes paroles stupides. » Lorsque Ursula eut terminé son récit, Tarzan, des grands singes, ne prononça que 3 mots lourds de signification. « Où est Louvini ?»« Hélas, nous l'ignorons, » répondit Ursula. « Où qu'il soit, je le retrouverai. Rentrez chez vous, mes braves, auprès de vos femmes et de vos enfants. La prochaine fois que vous verrez Tarzan, vous saurez que Louvini est mort. » Les guerriers eurent beau le supplier de les laisser l'accompagner, il refusa. « On a besoin de vous à cette époque de l'année, » répondit l'homme singe avec sagesse. « Vous êtes déjà restés trop longtemps éloignés de vos terres et de vos troupeaux. Rentrez chez vous et annoncez la terrible nouvelle à Croak. Mais dites-lui aussi que je souhaite qu'il reste à la maison. Si j'échoue, libre à lui d'accomplir ma volonté s'il le souhaite. » Puis il se tourna vers la jungle et poussa son cri de guerre. Quelques secondes plus tard, Jad Balja jaillissait d'un fourré. « Le lion d'or » s'écria Ursula. S'il s'est échappé, c'était pour rejoindre son maître bien-aimé. Tarzan acquiesça, puis il prit congé des Waziri et se mit en route. Jean Peebles, calé sur la fourche d'un arbre, regardait d'un œil morne le jour se lever. Dick Trock se trouvait à côté de lui, dans une position similaire. Krasky, plus ingénieux, s'était construit une petite plateforme sur laquelle il s'était allongé. Quant à Bluebird, il s'était dissimulé dans la frondaison et tremblait comme une feuille. Lentement, Peebles se laissa glisser sur le sol, bientôt imité par ses compagnons. Bluebird resta immobile quelques instants, les yeux fixés sur ses vêtements. « Mais Gott !» s'exclama-t-il enfin. « Regardez-moi ça. Ce costume m'a coûté 20 guinées, et il est bon à jeter. »« Au diable ton costume !» répliqua Krasky. « Nous sommes perdus, à moitié morts de faim, menacés par des animaux sauvages, des cannibales. Flora a disparu, et toi, tu nous parles de ton costume à 20 guinées? Tu nous fatigues, Bluebird. Venez, nous ferions mieux de nous remettre en route. » « Dans quelle direction » demanda Trock. « Vers l'ouest, bien sûr, » répondit Krasky, « vers le Haut-Côte. »« Je ne comprends pas. Hier, nous avons marché vers l'est, » fit remarquer Peebles. Trock le dévisagea avec surprise. « Hein? Qu'est-ce qui te fait penser que nous allions vers l'est ?»« Facile, » répliqua Peebles. « D'ailleurs, cet individu sait très bien que nous allons vers l'intérieur des terres depuis que les indigènes nous ont quittés. » D'un mouvement de tête, il désigna le Russe, qui le dévisageait avec hostilité, les mains sur les hanches. « Si tu penses que je me trompe, riposta Krasky, tu n'as qu'à marcher dans la direction opposée. Moi je continue, je sais ce que je fais tout de même. »« Pas du tout, » insista Peebles. « Lorsqu'on va vers l'ouest, le soleil est à gauche durant la moitié de la journée. Eh bien depuis que nous sommes partis, le soleil a toujours été à droite. Je viens juste de m'en rendre compte. » Krasky éclata de rire. « Vous êtes vraiment une bande d'ignorants. Vous vous trouvez actuellement au sud de l'équateur. Le soleil est donc toujours au nord. Cela dit, il se couche quand même à l'ouest. » Bluebird fut le premier à réagir. « Karl a raison, » déclara-t-il avant d'emboîter le pas aux Russes. Trock suivit des yeux Bluebird et Krasky, puis il se tourna vers Peebles. « Allez, viens, John. Je ne comprends rien à tout ce micmac, mais je suppose qu'il sait de quoi il parle. » Toujours en proie au doute, Peebles résolut néanmoins de suivre Trock.
Peu après midi, alors qu'il traversait une petite clairière, une flèche manqua de justesse la tête de Bluebird. Aussitôt, les 4 hommes s'immobilisèrent. Pour sa part, Bluebird se jeta au sol en poussant force hurlements. Kraski épaula son fusil. « Ils sont derrière les buissons, murmura-t-il. À ce moment-là, une flèche venue de notre direction lui transperça le bras. « Couchez-vous » ordonna-t-il. Trop tard. Déjà, les pygmées sortaient du couvert. Une volée de flèches partit dans la direction des intrus. Conscients qu'ils luttaient pour leur vie, Kraski, Troc et Peebles firent feu sur leurs assaillants. En voyant 2 des leurs s'écrouler, ces derniers battirent rapidement en retraite. C'est alors qu'une voix mystérieuse s'éleva en provenance d'un arbre gigantesque. « Ne tirez que lorsque je vous en donnerai l'ordre » dit un homme en anglais. Un lent sifflement se fit entendre, puis le silence retomba sur la clairière. De nouveau, les pygmées se risquèrent hors de leur cachette et décochèrent une deuxième salve de flèches en direction des 4 blancs. Soudain, un 5e blanc se laissa tomber d'un arbre, tandis qu'un lion à la crinière noire bondissait hors d'un taillis. Les pygmées restèrent un moment pétrifiés de terreur. « C'est Tarzan !» s'écria tout à coup leur chef. Puis il tourna les talons et s'enfuit, entraînant ses hommes à sa suite. « Ils sont partis maintenant, » dit Tarzan. « Vous pouvez vous relever. » Tandis que les 4 hommes se remettaient péniblement sur leurs pieds, Tarzan les couvait d'un œil sévère. « C'est vous qui m'avez drogué et abandonné dans votre campement. Vous saviez pourtant que je serais une proie facile pour le premier lion de passage. » À Bluebird, qui le suppliait de le sauver, il n'accorda qu'un regard méprisant. « Je cherche l'un de vos hommes, dit Tarzan. Un noir nommé Louvini. Il a tué ma femme. Où est-il » Nous n'en savons rien, répondit Kraski. Louvini nous a trahis. 2 femmes se trouvaient avec nous. Nous ignorons ce qu'elles sont devenues. Tarzan fronça les sourcils. Mais que faites-vous ici, au juste ? Nos porteurs se sont révoltés, répondit le Russe. Nous sommes absolument seuls et nous avons besoin d'aide. Dja s'écria Bluebird. Sauvez-nous, mais gardez votre lit en distance, il nous rend nerveux. Il ne vous fera aucun mal, déclara Tarzan, à moins que je ne lui en donne l'ordre. Bon, où comptez-vous vous rendre ? Nous essayons de rejoindre la côte, expliqua Kraski. Ensuite, nous rentrerons à Londres. Dans ce cas, venez avec moi. Vous ne méritez pas que je vous aide, mais je ne peux pas laisser périr des blancs dans la jungle. Et ils se mirent en route vers l'ouest. Ce soir-là, après le dîner, Kraski suggéra qu'ils construisent un abri pour se protéger des bêtes sauvages. « Inutile, » répondit Tarzan. « Jad Balja veille. Rien ne peut vous arriver tant que nous serons là, lui et moi. Alors, bonne nuit, lança Bluebird. Après s'être écarté du feu, il se roula en boule et sombra rapidement dans un profond sommeil. Troc et Peebles s'étendirent à leur tour, ainsi que Kraski. Tandis que ce dernier somnolait, il vit soudain l'homme singe se lever. En se déployant, il laissa tomber un petit sac, puis il alla se coucher à quelque distance de là, et Jad Balja s'allongea à côté de lui. Lorsqu'il fut certain que l'homme et le fauve dormaient, Kraski se mit à ramper vers le petit sac. Il s'en saisit rapidement, puis regagna sa place. Là, il le soupesa et décida finalement de l'ouvrir sans attendre. « Mon Dieu !» murmura-t-il, « des diamants !» Durant quelques secondes, il contemplait les pierres, toutes de tailles différentes et sans éclat. Mais il savait quelle serait leur valeur, une fois taillées. Il y avait là environ 2 kilos de diamants, ce qui représentait une immense fortune. Sans quitter Tarzan et Jad Balja des yeux, il replaça les diamants dans le sac qu'il glissa sous sa chemise. « Demain, se dit-il, ce soir je n'ai pas le courage de tenter quoi que ce soit. » Le lendemain, au milieu de matinée, Tarzan et ses compagnons atteignirent un village entouré de palissades. Là, Tarzan fut accueilli avec tout le respect dû à un souverain. Après la cérémonie d'usage, Tarzan s'adressa au chef noir. « Ce sont mes amis, dit-il en désignant les 4 blancs, et ils voudraient se rendre sur la côte. Que tes hommes les accompagnent pendant leur voyage. Tarzan des grands singes te demande cette faveur. »« Qu'il en soit fait selon ta volonté, répondit le chef. »« Merci. Donne-leur aussi de la nourriture et traite-les bien. Pour ma part, je ne peux pas rester, car j'ai une tâche à accomplir. » Tarzan salua le chef, puis sans un mot ni un regard pour les 4 blancs, il s'éloigna, Jad Balja sur ses talons.